Nous pourrions nous lancer dans une analyse point par point du film de Joe Wright, afin de saisir pourquoi ce fut un réel bonheur pour Brenda Blethyn de participer à ce tournage. Outre le fait que nous avons déjà évoqué son enthousiasme à jouer le personnage de Mrs. Bennet, figure emblématique d'un roman de la non moins emblématique romancière anglaise Jane Austen, les lieux de tournage, dans d'authentiques joyaux du patrimoine anglais, la distribution, tout était réuni pour faire de cette expérience un moment inoubliable. Revenons aux premières images du film qui décrivent l'intimité d'une famille anglaise de province aux confins d'un XVIIIe siècle finissant, entre romantisme, esprit des Lumières et raideur des hiérarchies sociales. Joe Wright plante sa caméra à Groombridge Place, demeure cossue du Kent, dont les solides proportions, les murs de briques et les douves enclosant le corps de logis font de l'univers des Bennet une sorte de havre protégé du monde. Alors qu'Elizabeth Bennet revient de promenade, livre en main vers la maison familiale, elle surprend une conversation animée entre ses parents. Sa mère vient d'apprendre l'installation des Bingley à Netherfield. La fébrilité que procure la nouvelle chez Mrs. Bennet va se transmettre à toute la maisonnée. Cette scène d'exposition permet au réalisateur de suivre les personnages de pièce en pièce et de découvrir l'intérieur des Bennet. Du bureau du maître de maison où Mrs. Bennet a fait intrusion, on passe dans le fouillis de la salle à manger, dont la table est encombrée de rubans et d'ouvrages de couture, pour finir dans le salon, pièce de réception où s'engouffre Mr. Bennet suivi de sa femme et de ses filles. Il se retourne. La caméra se substitue alors à l'œil de Mr. Bennet et nous découvrons cette salle où les femmes de la maison brodent, lisent, reçoivent, se reposent. C'est un salon de proportions modestes. En arrière-plan, un superbe cabinet surmonté de 2 belles pièces de porcelaine dont la riche marqueterie vernie reflète la lumière. Tableaux encadrés de dorures, appliques murales, longues consoles d'un bois presque noir à force d'être sombre se détachent des lambris de bois bleu ciel. À l'extrémité de la console, proche de la porte ouverte, une ventripotente fontaine à thé au cuivre patiné par l'usage est posée à cet endroit stratégique qui mène probablement à la cuisine, par un office ou un couloir que l'on devine aussi noir que le revers de la porte, frontière entre vie sociale et lieu de domesticité. Sur un parquet assez grossier d'apparence, un riche tapis de belles proportions couvre le sol de la pièce et dénonce ainsi ses modestes dimensions. Le sofa souffre, quant à lui, de ne pas être remplacé et cache peut-être sa facture démodée sous une étoffe elle-même effrangée à son bord. Enfin, adossée au sofa, une petite table de modeste facture sert de dessert à une nature morte du quotidien où se côtoient fleurs des champs, peut-être herborisées par le maître des lieux, fruits d'un verger prolifique, un verre de vin à moitié plein et une assiette, témoin d'une collation toujours prête pour grignoter entre 2 tâches domestiques. Mélange de splendeur bourgeoise et d'étroitesse économique, on sent un intérieur qui tâche de tenir son rang tout en rognant sur ce qui n'est pas strictement nécessaire. Rigueur d'un présent qui reste malgré tout cossu, confortable, agréable à vivre. Nous sommes dans l'intérieur anglais d'une famille anglaise de province. C'est à la fois cossu et quelque peu obsolète. On ne roule pas sur l'or, mais il y a suffisamment d'argent pour se préoccuper de colifichets et de botanique. Lizzie est férue de lecture, Marie de musique, Jane l'aînée est bien belle et bien timide, les 2 cadettes écervelées prêtes à rire et à pleurer de tout. On y sent du bonheur et de la joie de vivre. On sent une cohésion familiale. Les 6 femmes semblent s'être déversées littéralement par le goulot sombre de la porte depuis les lieux exigus de la domesticité vers l'espace social du salon dans une savante composition triangulaire dont le point de fuite, la frontière,
est marquée par Marie, dont la robe brune au col sage et fermé se voit quasiment dissimulée par un large tablier. Elle est au centre de la fratrie, au centre et au loin, la plus éloignée du pôle social, formant une diagonale avec sa mère dont elle semble, avec ce tablier ostensiblement couvrant, être le prolongement domestique. Mais elle regarde Kitty, la plus jeune des sœurs, celle qui accapare encore les soins de la mère. Ce regard est-il d'envie ? Kitty n'a que 15 ans et son regard suit la même trajectoire que celui de Mrs. Bennet. Placée là, tout à côté, elle semble ne pas être encore sortie des jupons de sa mère. Mrs. Bennet est placée dans une lumière latérale qui s'accroche à l'étoffe de son corsage et à la mèche négligée arguant d'une activité domestique toujours fébrile. Elle semble s'interroger, voire être soucieuse. Arrivera-t-elle à marier ses filles ? Cette lumière tombe de son front le long du bras qui tient dans les replis d'un tablier de toile froissée une pomme. Mrs. Bennet tient bonne table, s'affaire toujours à quelques tourtes, rôtis ou potage, dans cette cuisine qui est un domaine en soi. Mrs. Bennet s'appuie du bout de la main à cette petite table encombrée de quotidien. Sa table, celle où elle pose une petite collation à portée de main, quand elle s'octroie quelques instants pour souffler et s'allonge, la petite assiette avec ses gâteaux en équilibre sur son estomac, pendant qu'elle tâche de calmer ses nerfs. Pour le moment, le sofa est tout entier à Lizzie, recroquevillé dans les plis d'une austère robe brune, comme brun est le cuir du livre fermé qu'elle a posé à ses pieds. Ce livre, qui l'accompagne si souvent comme un fétiche tout au long du film. Le livre, symbole au premier degré de connaissance et de sagesse, plus largement symbole de l'univers, et pour Lizzie, enfermée à Longbourn, de tout un monde, une vie à découvrir. Ce livre est fermé, comme son regard baissé vers une austérité, un renoncement possible plutôt que d'accepter une compromission, comme un cœur qui se cache, comme une jeune vie qui doit encore s'écrire, neuve d'émotion, d'aspiration, comme un champ gorgé d'eau après la pluie et que nul pas n'aurait encore foulé. Derrière elle, Lydia l'envie, et tout se lit dans le regard courroucé qu'elle porte à sa sœur. Envie-t-elle sa force de caractère, son intelligence, sa beauté un peu obstinée, tous les atouts qui lui sont refusés ? En contradiction à ce regard, celui de Jane, d'une ineffable douceur, d'une bienveillance lumineuse à l'aplomb de Lizzie, qui prend toute la lumière mais qui n'arrive pas à effacer celle tout intérieure de cet aîné qui protège, qui aime, qui souffre aussi probablement de ne pas exprimer autrement que par le cœur tout un océan d'émotions qui semble ici prêt à la submerger. Le récit aborde entre autres le passage de l'adolescence à la vie d'adulte, du cocon familial au foyer matrimonial, charnière qui induit le sentiment de perte. Pour les mères, la perte de leur enfant partant au bras d'un mari et qui s'accompagne du dilemme entre soulagement et arrachement. Pour les filles, celle de l'innocence, de la virginité. Pour la société, celle des valeurs anciennes, au profit d'une recherche d'un bonheur possible sur terre, ici et maintenant. Tout cet univers est enveloppé de ce sentiment de nature propre au premier romantisme. Lumière dorée, contre-jour, bruissement d'insectes, pluie battante, vent violent soulignent cette conquête de la sensibilité propre à la culture romantique. Mais contrairement au premier romantisme français dont la sensibilité s'accompagne de destins tragiques, d'amour malheureux et de solitude, Joe Wright, dans les interstices du film, nous livre l'analyse optimiste, plus calme, plus raisonnée de Jane Austen. Il y a un bonheur possible. Le défi que se lancent Catherine de Bourg et Lizzie est emblématique à cet égard. Il est la confrontation de l'ancien monde, pétri de raison, de rigidité, de poids social et de réflexes de caste, et celui en devenir, qui préfère dire non, plutôt que renoncer à vivre selon son cœur.